différence notable entre les avocats, un avocat et un défenseur judiciaire peut s'étaler à 2 ou 3 niveaux. Premièrement, d'abord, un avocat, c'est un licencié en droit. Licencié en droit, je suis dans l'ancienne configuration de notre pays. Et donc, là, pour être licencié en droit, il fallait faire nécessairement 5 ans d'université. Et bien une université officielle. Par contre, les défenseurs judiciaires, c'est un gradué en droit. Là, c'est le premier niveau. Le second niveau, l'avocat prête serment devant la cour d'appel. Par contre, le défenseur judiciaire prête serment devant le tribunal de grande instance. Et comme vous, donc le deuxième niveau de cette différence notable vient compléter le troisième, parce que le troisième là dépend de la compétence territoriale ou l'espace sur lequel les attributions des défenseurs judiciaires s'arrêtent, ainsi que celles des avocats. L'avocat, comme il dépend de la cour d'appel, il a pour ressort toute l'étendue de la province entière. Par contre, le défenseur judiciaire a pour ressort toute l'étendue de la ville, si vous permettez. Là, c'est logique. Je crois que ce sont les 3 points fondamentaux qui peuvent différencier un défenseur judiciaire d'un avocat. Et aussi, ils peuvent ajouter un petit bonus. C'est par rapport maintenant à un point de ressemblance, de convergence en fait. Les défenseurs judiciaires, même les avocats, sont tous gérés par une même loi. Il s'agit de l'ordonnance loi numéro 79-028 du 28 septembre 1959, relative à l'organisation du barreau, au corps de défenseur judiciaire et mandataire de l'État. Bon, quand j'ai réussi, ma toute première impression était d'abord de sourire un peu comme ça de le faire. Pourquoi? Parce que c'est une question très cruciale, une question où on ne peut pas se réveiller comme ça un bon matin et puis prétendre déjà supprimer le corps de défenseur judiciaire. Quand vous me parlez de cette question, c'est comme si vous voulez supprimer le barreau aussi longtemps que les universités produisent encore les licenciés. Vous voyez donc. Ces raisons ne peuvent être évoquées par des gens qui trouvent nécessaire de supprimer le corps. Quand même en marchant, nous avons eu à ramasser ça et là des petites raisons. Il y a les... Je ne peux pas aviser les gens, mais il y a quand même ceux qui soutiennent que les défenseurs judiciaires sont en train de tenir l'image de la justice. Pourquoi? Parce que beaucoup de défenseurs judiciaires traitent les questions des justiciables avec beaucoup de sentiments, mais aussi à un coût réduit par rapport aux avocats. Un défenseur judiciaire, quand vous vous retrouvez devant lui, vous lui proposez un service qui, en principe, vous devrez payer 100 $. Lui, à 20 $, il vous l'offre sans difficulté. Voilà. Ça peut être aussi une des raisons. La seconde raison, il y a ceux qui disent que non, le défenseur judiciaire, voilà, maintenant, il ne marche pas conformément à la déontologie professionnelle. Ce qui n'est pas vrai. Moi, je ne suis pas contre l'idée. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression est constitutionnelle. Alors moi, je suis au moins contre cette phrase-là, la suppression du corps de défenseur judiciaire. C'est trop fort. C'est trop fort. Il ne fallait pas parler de la suppression définitive parce qu'il y a encore des préalables qu'il faut remplir. Il y a beaucoup de préalables qu'il faut remplir parce que c'est une question qui date, je crois, il y a de cela une décennie déjà. Depuis 2013, cette question a commencé. Premièrement, d'abord, la loi elle-même prévoit cette suppression. Mais dans quelles conditions? La loi prévoit la suppression, c'est la loi que j'ai énumérée ici, à évoquer ici, la loi de 1959. À son article 25, alinéa D, on vous dit que l'initiative de supprimer le corps de défenseur judiciaire doit émaner du président de la République, mais sur proposition du président du Conseil judiciaire ainsi que du procureur général de la République. Or, dans les contextes qui sont les nôtres actuellement, il n'y a pas un procureur général de la République. Vous voyez, ça c'est de 1. De 2, il n'y a pas un conseil judiciaire comme le législateur de 1979 a eu à le prétendre. Donc, dans un premier temps, il faudra d'abord commencer par organiser je peux dire même ces institutions, ces autorités en fait. Il faut d'abord installer un corps, plutôt un conseil judiciaire à caractère national. Or, pour y arriver, il faut prendre les représentants des avocats, qui est le bâtonnier général, et national plutôt,
prendre également les représentants, les défenseurs judiciaires, qui n'existent presque pas à ce jour. Vous voyez. Et donc, comme il n'y a pas encore celui qui est censé représenter les corps de défenseurs judiciaires au niveau national, il faudra d'abord commencer par là, vous organiser d'abord. Et deuxièmement, vous êtes sans ignorer que c'est depuis 2018 ou 2016 que notre pays n'a plus une Cour suprême, mais plutôt cette Cour suprême a été scindée en 3 autres juridictions. Nous avons entre-temps le Conseil d'État, la Cour de cassation ainsi que la Cour constitutionnelle. Alors qu'au Conseil d'État, nous avons un procureur général près cette juridiction. À la Cour de cassation, nous avons également un procureur général près cette Cour. À la Cour constitutionnelle, la même chose. Alors maintenant, je reste aussi, je suis en train de me poser cette question-là. Si dans l'esprit législateur de 1979, selon lui, quand il parle du procureur général de la République à cette époque-là, il faisait allusion du procureur général de la République près la Cour suprême de justice. Alors qu'actuellement, cette Cour est maintenant scindée en 3 juridictions. Donc il faudra nécessairement que le président de la République réunisse les avis de ces 3 autorités près ces autres juridictions, mais aussi qu'il ait l'aval ou l'aval, oui, ou l'avis du président du Conseil judiciaire, comme je viens de le dire. Cela va nécessiter l'organisation maintenant d'un corps de défenseurs judiciaires au niveau national. Il faudra qu'il y ait des représentants au niveau national. Par rapport à cette suppression, c'est tellement fort, il faudrait peut-être parler de la suppression progressive. Pourquoi suppression progressive? Parce qu'il y a encore des préalables qu'il faut vider. Vous ne pouvez pas prétendre supprimer déjà tout un corps comme ça, parce qu'avant d'être défenseur judiciaire, nous avons été soumis à beaucoup d'exercices, à plusieurs formalités que nous avons eu à remplir. Et nous n'exerçons pas dans l'illégalité, nous exerçons parce que nous méritons d'exercer à ce jour. Quand vous vous réveillez un bon matin, vous dites voilà, on doit supprimer, bon. C'est un grand problème. Imaginez-vous, je sors le matin, je dis à mes enfants que je suis allé au boulot, voilà. On va travailler, je suis maître. Le soir, je rentre avec la toile, je leur dis non, non, dès ce jour ici, comprenez qu'on a supprimé le corps. Il n'y a plus du boulot, imaginez-vous. Il faudrait plutôt parler de la suppression progressive et directement entamer maintenant les différents processus qui peuvent nous conduire à cette suppression progressive. Les conséquences sont telles qu'un défenseur judiciaire qui l'est déjà, il apprend qu'on a supprimé le corps, alors on ne sait pas maintenant si peut-être le gouvernement trouvera quel mécanisme de remédier, parce que quelqu'un qui travaille en tant que défenseur judiciaire pendant plusieurs années, un bon matin il n'est plus au boulot. Ça va créer un peu beaucoup de problèmes liés à la société. Même vous savez très bien, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un grand cœur. Chacun peut se décider d'évacuer un mouvement qui n'était pas habituel. Et ça va créer plusieurs conséquences à la société que je me présente peut-être d'évoquer, mais ce sont des conséquences tellement fondamentales qui ne vont pas faire en sorte que les institutions fonctionnent normalement. Vous voyez, le pays est un peu beaucoup plus touché par beaucoup de problèmes. Alors, pour mettre fin, bien faire face à ces problèmes-là, il ne faudrait pas créer encore d'autres problèmes. Évidemment, parce que je me demande si peut-être le gouvernement congolais sera en mesure de rembourser les sommes que les défenseurs ont eu à verser dans les trésors publics. Je vous rassure qu'avant les défenseurs judiciaires, avant de prêter serment, il y a les préalables. Il y a plusieurs conditions. Voilà, on vous demande d'abord les pièces que vous devez remettre constitutives de votre dossier. Vous déposez le dossier. Il y a également les sommes d'argent qu'il faut donner, entre autres les frais de chancellerie. Il y a les frais connexes, ainsi de suite. Alors que ces frais sont déjà versés il y a longtemps dans les trésors publics, on ne sait pas si on supprime ce corps aujourd'hui, ces frais nous seront également remboursés. Non pas seulement nous, mais aussi à ceux qui sont déjà morts. Parce que parmi nous, il y a ceux qui ne sont plus en nous. Donc je ne sais pas les mécanismes qui seront mis en place pour aider à cette situation. Dans le contexte actuel, je ne serai pas pour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout à fait tard, mais il fallait d'abord commencer par vider les principales questions que je venais d'évoquer. Entre autres, ne parlez pas de la suppression du corps défenseur judiciaire si la loi elle-même qui institue, bien qui investit les défenseurs judiciaires n'a pas encore fait objet de révision. Il faudra plutôt commencer d'abord par la révision de cette loi. Ça, c'est un travail qui doit se faire à part. Deuxième préalable, il faudra aussi envisager de créer un corps de défenseurs judiciaires au niveau national. Comme les barreaux aussi a un bâtonnier national.
Troisièmement, là maintenant c'est lié à l'éducation dans les institutions, les universités d'une manière générale, les universités qui produisent des juristes en droit. Il y a encore cette possibilité-là de faire 3 ans avec ceux qui font 3 ans l'actuel système. Qui font 3 ans, vous avez cet atout bien, vous avez cette chance-là de prêter serment de défense judiciaire. Il faudra aussi commencer par là, mettre fin d'abord au système éducatif. Vous mettez fin à ce système-là. Donc, pour maintenant mériter rejoindre l'appareil judiciaire dans notre pays, vous devrez nécessairement passer 5 années à l'université. Et si vous produisez les étudiants qui sont en mesure de me prêter serment comme défenseur à l'université, mais de l'autre côté, ici, vous supprimez subitement comme ça, ne voyez-vous pas que nous faisons quelque chose et son contraire? Voilà un peu ça, les 3 préalables qu'il faudra mettre en place. Si je peux aussi ajouter une autre, il faudra réviser aussi la loi, l'ordonnance loi, qui prévoit les frais je peux dire, des honoraires des avocats. Il y a aussi l'ordonnance loi là. Si vous lisez les différents barèmes qui s'y trouvent, donc vous trouverez que la justice congolaise, elle n'est plus accessible à tous comme la notion de prévoir, mais plutôt elle est payable. Et ça a un coût très élevé. C'est peut-être ça ce qui pousse aux défenseurs judiciaires d'aider les justiciables. Parce que parmi les justiciables, il y a ceux qui viennent avec les moyens suffisants et les autres aussi, des moyens minables. Il y a même une loi d'ailleurs qui prévoit l'indigence. Donc vous êtes comme ça, vous pouvez, avec votre... Bon, vous êtes indigent, ça veut dire que vous n'avez pas les moyens financiers pouvant vous permettre de rejoindre la justice. Mais on peut faire une procédure là pour vous aider. Quand nous arrivons devant des gens, non, celui-ci est indigent. Vu l'indigence, au lieu de payer 1000 $, on vous demande 100 $. Et ces points existent très bien. Comment vous l'expliquez? La justice n'est pas gratuite, c'est compliqué. Voilà un peu donc, par rapport à ma position, je suis d'accord, mais pas pour le moment. Il faudra encore faire ce travail-là en amont pour que peut-être 5 ans, 10 ans, on peut maintenant pouvoir prétendre dire que nous supprimons.